Adieu Calimero, chapitre 9. Le monde vous traverse et pour un temps vous prête ses couleurs. Puis il se retire et vous place devant ce vide que chacun porte en soi, devant cette insuffisance centrale de l'âme qu'il faut bien apprendre à côtoyer et qui, paradoxalement, est peut-être notre moteur le plus sûr. Nicolas Bouvier, L'usage du monde. Quelles que soient nos histoires de vie, ce vide que chacun porte en soi et cette insuffisance centrale de l'âme font de chacune et chacun de nous des êtres profondément vulnérables. Nous connaissons intimement l'effroi et la solitude radicale provoquée par l'impuissance. Nous pouvons être désemparés et sans recours. Nous avons facilement tendance à désigner ces situations comme des injustices, même si nous percevons qu'il s'agit d'autre chose de plus essentiel qui nous confronte à une fragilité intrinsèque à notre condition d'humain. En même temps, une fois perçue et accueillie, cette vulnérabilité est aussi la source de possibilités créatives étonnantes qui ne demandent qu'à se déployer et se concrétiser. Avant de découvrir ces potentialités, récapitulons en revenant une dernière fois sur la trame de fond de notre réflexion, ce tissage intime de l'injustice, de la plainte et de l'insatisfaction, en deçà du principe de plaisir. La non-satisfaction de nos attentes, de nos aspirations et de nos vœux est abusivement appelée frustration. N'oublions pas que ce mot très fort signifie dépossession, expropriation ou même spoliation. Dans le langage courant, le terme frustration a été banalisé et réduit à l'extrême. Par exemple, on dit facilement d'une personne peu heureuse qu'elle est frustrée, d'un enfant grognon lorsque ses parents n'accèdent pas à l'une de ses demandes, qu'il n'accepte pas la frustration, etc. Un adulte mécontent de ne pas obtenir ce qu'il veut fera valoir l'ampleur intolérable de sa contrariété en brandissant sa frustration comme s'il s'agissait d'un affront inacceptable. Pourtant, nous nous confrontons tous quotidiennement à des insatisfactions plus ou moins importantes et pénibles. La malversation que nous pouvons opérer pour nous-mêmes ou dans notre théâtre social consiste précisément à présenter une insatisfaction comme une injustice et à s'en plaindre de telle sorte que nos interlocuteurs croient à cette supercherie. Bien des gens qui s'indignent des injustices commises ne le font, à vrai dire, qu'autant qu'ils en sont les victimes. Aussi bien n'est-ce pas une authentique indignation aux racines profondes, observe dans le même sens Etty Hillesum. Cependant, dans notre rencontre avec le réel, la recherche de la satisfaction, si prégnante soit-elle, n'est pas la source principale de nos expériences subjectives. De façon plus fondamentale, et bien qu'elle soit couramment oubliée par certains psychistes, nous sommes mus et traversés par trois grandes dynamiques: le besoin, la peur et la douleur. De fait, la psychanalyse avec les enfants, surtout les tout-petits, confirme l'importance essentielle de certaines questions particulièrement simples et concrètes. Qu'est-ce qui te fait mal? De qui, de quoi as-tu peur? De quoi as-tu besoin? Avec les adultes, les questions sont plus indirectes ou implicites, mais elles tournent pareillement autour de ces mêmes axes. Quelles sont tes douleurs? Quelles sont tes craintes? Quelles sont tes attentes? Nous avons repéré que l'injustice est une injure, également au sens de blessure. Nous avons écouté les récits de nombreuses personnes sur les douleurs qu'ils ont connues dans leur enfance ou plus tard. Certaines de ces douleurs ont même pu engendrer chez eux un puissant sentiment d'injustice. Pour d'autres, la douleur n'est pas forcément liée à un vécu d'injustice. Elle a plutôt donné naissance à une plainte, parfois encombrante et difficile à contenir ou à faire cesser. D'autres encore préfèrent ne pas se plaindre, non seulement parce que leur plainte pourrait ne pas être entendue ou paraître illégitime, mais surtout parce qu'elle réveille la douleur, une douleur tapie en eux qu'ils préfèrent tenir tranquille. D'ailleurs, Charles Baudelaire ne commence-t-il pas un de ses fameux sonnets par une invitation bouleversante, si l'on l'entend réellement, à partir de sa sensibilité? Sois sage, ô ma douleur, et tiens-toi plus tranquille. Ainsi, Clément a repéré que les rares fois où il a essayé de se plaindre de maux véritables dont il souffrait, l'expression de la plainte a ravivé la douleur au point de la rendre trop présente et consciente, à peine supportable. Il confirme que, une fois lancé, le processus de la plainte est difficile à arrêter. Aussi préfère-t-il ne plus se plaindre et réserver le récit progressif de ses maux aux séances avec le psychanalyste. Ce cadre protecteur lui permet de contenir autant que possible non seulement les lamentations, mais surtout la virulence volcanique de la douleur. Jessica et Antoinette confirment aussi cette observation. Les peurs, conscientes ou non, sont nombreuses dans nos existences.
Beaucoup moins liées à l'injustice, elles peuvent néanmoins engendrer indirectement diverses récriminations, protestations ou réclamations. Par exemple, cette illusoire exigence de sécurité dont nous connaissons tous à quel point il est impossible de la garantir. David fait partie de ces personnes qui, comme Fatima ou tant d'autres, ont choisi de ne pas se plaindre. De plus, il a de grandes difficultés à tolérer l'expression de la souffrance chez autrui et du fait de sa gêne la considère comme des lamentations ridicules lorsqu'il n'est pas trop dur ou comme des gémissements insupportables lorsqu'il est de mauvaise humeur. Après de longs mois durant lesquels il a peu parlé de lui, David en vient timidement à confier ses fragilités. Il explique avoir beaucoup de craintes. « J'ai peur de l'autre et du contact, peur du rejet, peur de l'échec. Alors je louvoie, je fais des circonvolutions. » Il évoque progressivement d'autres appréhensions. Peur de déplaire, d'être jugé, d'être dévoilé. Cela m'a rendu très fuyant. J'évite tous les lieux et toutes les situations qui me font peur. David explique aussi qu'il se sent très infantile. Je suis resté un petit gamin, un mioche. Il est une sorte de Calimero silencieux, continuellement inquiet. Paradoxalement, s'il ne se plaint pas de ce qu'il vit, surtout pour ne pas avoir à s'exposer, David maugrait inlassablement sur la société, la politique, son travail, etc. Il est extrêmement critique et cela assombrit son existence. Pendant encore longtemps, David a assuré ne pas souffrir, ne ressentir aucune douleur. Au détour d'une simple question sur ce dont il aurait eu besoin enfant, lorsqu'il se sentait si démuni face à ses parents, cet homme a pu retrouver l'accès à sa sensibilité. Calimero, de la douleur au besoin. Les formules « enfant intérieur » ou « enfant dans l'adulte » sont des images qui parlent à certains alors qu'elles en font bondir d'autres, chacun pour des raisons tout aussi valables. Disons que l'instance infantile, celle qui a connu l'angoisse du désemparement, ce Calimero interne, cet être blessé et sans recours, aurait eu besoin au moment où il faisait l'expérience de la détresse qu'un autre être humain s'approche de lui et lui demande par exemple « De quoi as-tu besoin ? Que souhaites-tu que je te dise ou que je fasse pour toi ?» Bien évidemment, les personnes qui ont répondu à l'enquête confient qu'elles auraient eu besoin d'une simple écoute, de compréhension et d'empathie, de respect aussi. Christopher laisse sortir un cri du cœur. J'aurais voulu qu'on m'écoute, même sans me réconforter. Simplement qu'on m'écoute, pour me sentir valable et important comme les autres. D'autres expriment avec autant de simplicité le besoin de présence et d'attention. Elisabeth s'exclame. J'aurais aimé que quelqu'un s'assoie en face de moi, me demande ce que je pense, ce que j'aime ou ce que je n'aime pas, de quoi j'avais besoin. Que quelqu'un me dise « je vais t'expliquer », comme à une personne réelle, quelqu'un qui existe vraiment. J'aime tant apprendre, comprendre. Fatima précise que son besoin était essentiellement que ses désirs soient entendus, notamment ses aspirations concernant les études et son goût pour la connaissance. Parallèlement, elle aurait souhaité que l'on ne la juge pas. Macha déclare très sincèrement « Je crois que je cherchais du soutien, du réconfort, une forme d'affection, peut-être même des preuves d'amour. Je me sentais toujours impuissante, j'avais toujours besoin d'un bâton pour me soutenir et je n'arrivais pas à le trouver. Au fond, j'avais peut-être aussi besoin de me sentir un centre d'intérêt dans ma famille pour la première fois de ma vie, de sentir qu'on était fiers de moi. » Ces témoignages sont très voisins les uns des autres malgré les grandes différences d'âge, de milieu sociologique et d'environnement culturel des personnes interrogées. Le fond humain transcende ces disparités. Plus encore, ces aveux sont désarmants par leur simplicité et leur sincérité. Ils vont à l'essentiel. Face à l'impuissance et à la solitude, existe ce besoin d'amour, de présence, d'attention, d'écoute, de soutien. Nous pourrions presque clore cet essai sur ce constat majeur, élémentaire en apparence, qui met en évidence ce que recouvre la vulnérabilité fondamentale en tout être, le profond désir d'exister pour autrui, d'avoir de la valeur à ses yeux. Ce serait un constat encourageant. Toutefois, la réalité n'est pas forcément aussi simple. L'être humain, sous l'influence du poids, voire des rudesses du théâtre social, a aussi ce penchant obstiné à désigner l'autre comme fautif, principal ou seul responsable de ses maux. Peut-être abordons-nous là l'aspect le plus épineux de la plainte, qui semble injustifié et en devient insupportable pour l'entourage. Réussir là où le paranoïaque échoue. Tout un programme, direz-vous, à juste titre. La formulation est saisissante. Elle émane de Sigmund Freud lui-même. Dans une lettre devenue célèbre, datant du 6 octobre 1910 et adressée à Sándor Ferenczi, il écrit « J'ai réussi là où le paranoïaque échoue ». Freud peut paraître péremptoire. Comment peut-il être si sûr de lui ?
Le psychanalyste viennois est probablement aveuglé par son vœu d'être plus autonome et de retrouver sa liberté de penser. La puissance de son désir d'indépendance pourrait alors en venir à occulter pour une part la complexité de la réalité. Revenons brièvement sur le contexte de cette lettre pour mieux en saisir les implications pour notre propos. Au moment où Freud l'écrit, il s'efforce de prendre ses distances avec Wilhelm Fies et de se défaire de la considérable influence que ce médecin berlinois a eue sur lui depuis leur rencontre en 1887, à travers une correspondance passionnée, très nourrie et quasi quotidienne, qui a permis à Freud de commencer à conceptualiser la psychanalyse. De surcroît, Freud essaie de prendre la mesure de l'attraction et de l'affection de nature homosexuelle qui le liait à Fies. Cette mise en conscience est d'autant plus importante que Freud considère à cette époque l'homosexualité niée ou non reconnue comme une source majeure de troubles paranoïaques associant une nette mégalomanie à des délires systématiques de rédemption, de persécution ou d'interprétation. Ces troubles se caractérisent aussi plus particulièrement par la tendance à attribuer à autrui ce qui est occulté en soi, appelé défense projective dans un vocabulaire plus technique. Ainsi, au sein du même paragraphe de cette lettre, Freud affirme ne plus avoir besoin ni de révéler sa personnalité, ni de s'appuyer sur autrui, l'investir, écrit-il, et pouvoir alors élargir son propre moi, idée la plus importante de la phrase. Un peu avant, Ferenczi découvre ou invente le concept fondamental d'introjection, qui consiste précisément à élargir son propre moi, c'est-à-dire à accroître sa conscience à partir de ses expériences vécues. Plus concrètement, concernant la plainte, le fait de ne pas se centrer uniquement sur soi-même, de ne pas attendre trop de l'autre et d'ouvrir son regard à une vision plus large, aide à moins se lamenter et à ne pas s'enfermer dans des jérémiades sans fin. À propos de jérémiades, voici une lettre émouvante et empreinte de sagesse du tout jeune Gustave Flaubert à Ernest Chevalier, le 15 avril 1939. Il n'a alors que 17 ans. « Tu me plains, mon cher Ernest, et pourtant suis-je à plaindre? Ai-je aucun sujet de maudire Dieu? Quand je regarde au contraire autour de moi dans le passé, dans le présent, dans ma famille, mes amis, mes affections, à peu de choses près je devrais le bénir. Les circonstances qui m'entourent sont plutôt favorables que nuisibles. Et avec tout cela, je ne suis pas content. Nous faisons des jérémiades sans fin. Nous nous créons des mots imaginaires. Hélas, ceux-là sont les pires. Nous nous baptisons des illusions qui se trouvent emportées. Nous semons nous-mêmes des ronces sur notre route. Et puis les jours se passent, les mots réels arrivent. Et puis nous mourrons sans avoir eu dans notre âme un seul rayon de soleil pur, un seul jour calme, un ciel sans nuages. Non, je suis heureux. Heureux, et pourquoi pas? En allant encore plus loin, invoquer une iniquité, protester ou se lamenter revient en quelque sorte à reprocher à autrui ce que l'on est ou ce que l'on fait soi-même, donc ce que l'on pourrait se reprocher à soi-même, y compris les injustices que l'on a commises. César peut désormais reconnaître honnêtement. J'en ai marre des caches-misères que sont les juifs, les arabes, les homosexuels. Je n'arrête pas de râler contre eux, ce sont mes boucs émissaires. Je me rends bien compte que ces exécutoires disparaissent quand je vais bien. En plus, la façon que j'ai de les invectiver n'est pas rationnelle. Elle dérive de superstitions dont je ne suis pas fière, moi qui me prétends tellement irrationnel. Quelques semaines après avoir fait ce constat, César repère également les rituels quotidiens dont il croit avoir besoin pour conjurer ses nombreuses peurs. Plus profondément encore, quelques mois plus tard, il est capable d'identifier sa douleur. Mes délires, le stress extrême engendré par mes refus, montrent l'état psychique ultra fragile dans lequel je suis. Au fond de moi est enfouie une douleur que je n'arrive pas à dire, liée à une mauvaise conception de moi-même, une haine de moi. Un tel rejet de soi est porteur de conséquences tout à fait dommageables qui ne font qu'accentuer le malheur dont la personne se plaint. Jessica déplore. Je me détestais tellement que je n'ai plus jamais laissé quelqu'un m'aimer parce que je croyais que j'allais lui faire du mal. Elle perçoit que cela a créé une vraie drame dans sa vie, comme une malédiction qui a enfermé son existence dans le malheur. Même moi, je suis devenue un sujet tabou, poursuit-elle. Je portais la honte sur moi. J'ai fini par croire ma mère lorsqu'elle me rabrouait. Je me sentais redevable, coupable, mauvaise, méchante. L'absence d'amour ou même de considération pour soi-même est fréquente chez les personnes qui se sentent victimes d'injustice ou qui se plaignent facilement. Macha le découvre aussi.
En fait, cette tendance à la plainte était sans doute liée au fait que je n'aimais pas la personne que j'étais, ainsi qu'à l'idée que je ne pourrais jamais changer cette personne, que je devrais faire avec toute ma vie. Les Caliméros se croient-ils volontiers victimes du sort et soumis à une fatalité, voire à une malédiction qui s'acharnerait contre eux? Leurs gémissements et leurs doléances auraient alors pour fonction de le prouver à leur entourage et à le prendre à témoin. De son côté, Mehdi explique comment jusqu'à récemment il se sentait tout le temps visé, comme si ce qui arrivait était forcément et volontairement dirigé contre lui. Aujourd'hui, s'il croit ou craint que quelqu'un lui manque de respect, il respire, il ne se formalise plus, et ça passe. Il me manque de respect, proteste un jour Laurence hors d'elle en parlant d'un homme rencontré récemment qui est allé en séduire une autre. À quelle place se met-elle pour affirmer avec véhémence cette récrimination? Comme si elle réclamait un dû. Elle comprend peu à peu que la virulence de ses reproches venait recouvrir la douleur de se sentir trahie et qu'elle aurait voulu pouvoir exprimer sa déception, son dépit, sa jalousie et sa solitude. Parfois, en fait, se croire ou se prétendre maltraité par le sort n'est pas complètement étranger à une forme d'espoir superstitieux en un salut irrationnel. Comment quelque puissance protectrice ne se laisserait-elle pas émouvoir par des plaintes si déchirantes? La personne dolente et gémissante semble doter autrui d'un pouvoir surnaturel. Baissant les bras, renonçant à une exploration de soi qui pourrait remettre en question des constructions mentales échafaudées depuis des années, elle se persuade, et le plus souvent encore une fois à son corps défendant, que nécessairement le destin va conduire vers elle un être capable de résoudre toutes ses difficultés. Comme par magie, surgira sans doute un héros protecteur, un prince charmant qui pourvoira à tout. Antoinette Henry aujourd'hui. J'attendais le Messie, un bienfaiteur qui fasse tout pour moi et que je puisse vivre sans me poser de questions, sans avoir à faire d'efforts. Je cherchais quelqu'un qui me décharge de tout, une sorte de sauveur, protecteur, magicien. Ne plus reprocher à l'autre ce que je me reproche secrètement à moi-même. Ne plus le définir injustement ou le cataloguer de façon injustifiée en fonction de ce que je n'ose pas m'avouer. Ne plus l'accuser des caprices ou des méfaits que je nie avoir commis me libère, assouplit mes relations et les allège du poids de bien des imprécations contre autrui, tout en permettant de mieux me connaître moi-même, de mieux m'accepter et de m'apprécier. Porte-parole des ancêtres. Pour certains, il est alors possible de repérer combien ils peuvent, de surcroît, se croire responsables des injustices subies par leurs ascendants, et en quelque sorte se faire le truchement de leurs plaintes inexprimées. Fatima a longtemps porté le fardeau de la tristesse de son père, une tristesse aux motivations bien réelles, découlant de la façon tellement injuste dont les parents de son père l'avaient empêché d'aimer et d'épouser sa fiancée. Joanne a soutenu sa mère en écoutant ses confidences et en la protégeant contre la violence de son père pendant de longues années. Elle regrette aujourd'hui d'avoir sacrifié sa jeunesse. Rosalie, Macha, Elisabeth, John et Maxime ont eux aussi connu bien des souffrances étrangères à leur personne du fait des impasses de leur système familial. Soraya raconte un rêve. Elle est témoin des retrouvailles d'une fratrie fâchée. Elle ressent les émotions de cette famille qui n'est pas la sienne, comme si elle était immergée dans leurs émotions, comme si elle était obligée de les ressentir. Elle établit une relation entre ce songe et son histoire. Bébé, elle a été abandonnée. Elle a connu de multiples lieux d'accueil, puis une adoption tue et cachée, de nombreuses adaptations à des environnements différents. J'ai dû faire comme si, chaque fois, et me mettre au diapason des autres pour être acceptée et ne plus risquer d'être rejetée. Soraya s'est calquée sur les mêmes émotions que celles de son environnement, en s'ajustant aussi au langage non verbal de ses proches. Mes parents adoptifs avaient l'habitude de se plaindre. Ils se lamentaient jour après jour sans pouvoir s'arrêter. Pendant très longtemps, j'ai adopté la même attitude moi aussi. J'essaie de m'en défaire. Beaucoup se rendent compte qu'ils risquent alors de tourner en rond, de reproduire les mêmes doléances ou lamentations que leurs parents, donc d'entretenir le malaise qui les pousse à maugréer. Cette prise de conscience les aide à se dégager de la répétition d'un schéma stérile de discours faits de gémissements et d'invectives. Dans d'autres configurations plus rares, l'enfant peut avoir décidé relativement tôt de se différencier nettement d'un groupe familial plaintif, par exemple en misant sur la réussite scolaire et l'ascension sociale, en développant ses capacités à diriger une équipe ou autre. Léon vient consulter alors qu'il se retrouve à la retraite. Ses occupations professionnelles ont rempli toute son existence jusque-là. Même s'il essaie de s'engager dans différentes associations et de s'inscrire à de nombreuses activités,
Léon sent un malaise en lui, comme s'il était en décalage avec lui-même. Les premiers mois de sa psychanalyse l'aident à percevoir et à reconnaître qu'il s'est coupé de ses émotions et qu'il continue à exister sur le modèle d'un perpétuel « je m'active, je fais bien, je réussis ». Pour aider Léon à retrouver sa sensibilité de tout petit enfant, le praticien lui propose de dessiner de la main non directrice, pour lui la main de gauche, des dessins très colorés, puis de faire des collages, enfin de peindre avec des doigts. Léon apprécie beaucoup ce qu'il considère d'abord comme des exercices qui ensuite deviendront des jeux. Il savoure les retrouvailles avec ses sensations puis ses émotions et constate qu'il est devenu plus serein. Léon reconnaît. Ma mère n'exprimait pas ses émotions, mais un long gémissement quotidien, comme si son malaise durait jour après jour sans lui laisser de répit. Elle ne semblait jamais contente. Il la décrit comme un jardin emmuré et desséché qui ne peut pas fleurir. Il compare son père très austère à un désert aride. Les sentiments sont des oiseaux. S'il n'y a pas de jardin, s'il n'y a qu'un désert, les oiseaux ne viennent pas, explique-t-il de façon imagée. Léon habite une grande maison dans la nature. Il apprécie énormément de pouvoir jardiner, de voir son jardin prospérer et fleurir. Je crois que je suis en train de lâcher le mental, le jugement aussi. Je m'amuse, je joue comme un enfant, comme l'enfant que je n'ai pas été. J'accepte enfin d'être fantaisiste, farfelu même, de prendre le temps du plaisir et de la légèreté. Pour ceux comme Léon, qui ont hérité du labeur et de l'austérité, cette transformation de leur personnalité semble radicale. Quitter l'habit ancien et changer de rôle. Les mutations opèrent progressivement. Elles ne sont pas perceptibles d'emblée par la personne concernée elle-même, mais plutôt par des proches qui mettent en évidence un regard nouveau ou une façon différente de s'exprimer. Dans l'optique de notre recherche, ces changements consistent souvent à ne plus considérer les remords, les regrets, les déceptions ou même les désagréments ou les mauvaises surprises comme des injustices. Ces injustices qui n'en sont pas. La complexité du monde, une météo défavorable pendant les vacances, ne pas avoir tout ce que l'on veut ne sont pas des injustices. D'autres situations rendent le discernement plus ardu. Il est alors nécessaire d'être plus nuancé. Prenons le cas d'un recrutement. Il se peut fort bien que la personne recrutée le soit sur des critères réellement injustes et injustifiables. Sophie se rappelle une commission de recrutement à laquelle elle appartenait. Nous devions recruter un maître de conférence en littérature du XIXe siècle. Une candidate remarquable s'était présentée. Elle portait un blouson de cuir. Dans la commission, 2 membres étaient ultra-réactionnaires. Cela a suffi à ce qu'elle ne soit pas recrutée. L'homme qui a été élu portait un costume et une cravate. Il s'est révélé un piètre enseignant. Dans des situations différentes, s'il n'y a pas d'iniquité ou de favoritisme patent, la réussite de l'autre, lorsqu'elle me ramène à mon propre échec, n'est pas forcément injuste, même s'il est tentant de se dire « c'est injuste, pourquoi elle, pourquoi lui et pas moi ?» Lorsqu'en plus cette réussite est indépendante de ce qui m'arrive, il est possible de s'en réjouir pour l'autre plutôt que de lui en vouloir. Plus profondément, le manque d'amour, réel ou supposé, peut être vécu comme une injustice. Au cours d'une relation récente qui s'est mal terminée, Hélène a idéalisé son partenaire tout en croyant à une apparence d'amour de sa part, alors qu'elle s'est rendue compte au moment de la rupture qu'elle n'avait pas du tout été aimée. Tentée de se considérer comme défavorisée par rapport à ses attentes ou à ses amis, elle a préféré observer la réalité décevante telle qu'elle était, sans la travestir en injustice pour chercher à se faire plaindre. Enfant, Charles n'a reçu que des miettes d'amour de la part de sa mère. Il attendait qu'elle lui témoigne plus d'affection, alors qu'elle se consacrait principalement à son frère handicapé. Depuis qu'il a cessé de voir cette disparité comme une injustice, il dit ne plus en vouloir à son frère et se sentir mieux. Soraya a mis du temps à accepter le fait que ses parents lui demandaient d'être parfaite pour pouvoir lui témoigner en public quelques marques d'estime. Il ne s'agissait pas d'amour mais de récompense face à une demande de perfection sociale. Elle ne sait pas pourquoi ses parents l'ont adoptée, mais elle a compris qu'ils étaient démunis et avaient essayé de se rendre eux irréprochables. D'autres situations peuvent être considérées de prime abord comme des injustices. Par exemple un accident, une maladie, un dommage matériel, alors qu'à la réflexion, ou simplement avec le temps, ils perdent cette qualification et retrouvent leur poids de réalité. Parmi les personnes qui ont participé à l'enquête, en dehors des injustices sociales inacceptables, nombreuses sont celles qui, avec le recul, désignent comme étant de réelles injustices les attentats, les morts violentes et le décès de jeunes ou d'enfants. Pour elles, la peine, le chagrin, la préférence pour tel ami ou même pour tel enfant, l'incompréhension, l'antipathie voire l'animosité ne constituent pas des injustices en tant que telles, même si elles peuvent donner naissance à un sentiment d'injustice.
Elles insistent sur la nécessité de voir plus large, d'accepter la complexité de la réalité et de discerner les enjeux en présence. Comment se libérer du poids de l'injustice ? À cette question, les personnes interrogées ont répondu diversement. Par la psychanalyse ou grâce à une thérapie, en mettant des mots sur mes ressentis, par le chant, la musique, la sculpture ou une autre activité artistique, par les voyages et autres. Lisa remarque. En prenant la juste mesure de mes qualités, de mes aspirations, de mes buts et du sens que je donne aux choses, aux actes, à l'existence, en me sentant autonome et libre du regard des autres. De son côté, Maria constate « Je suis plus capable de voir d'où viennent mes peurs, violence, rejet de l'autre, égoïsme, harcèlement. » Pour Masha, la libération s'est faite à travers un échec, suivi d'une prise de conscience. Mon attitude de Calimero n'avait uniquement poussé à une sorte d'autosabotage. J'ai compris que je sciais la branche sur laquelle j'étais assise. Je consultais déjà un psychiatre régulièrement pendant l'année du concours. À la fin de l'année scolaire, mon médecin et moi avons décidé qu'il était temps de guérir pour de bon de cette morosité qui durait depuis trop longtemps et qui avait fini par m'empêcher de vivre. J'ai commencé une thérapie sérieuse avec des rencontres hebdomadaires. Cette thérapie n'a pas changé mon histoire, mais elle m'a permis de ne plus en vouloir à ma famille et surtout à mes parents, du peu de valeur et d'intérêt qu'ils m'accordent. Lui aussi souvent traité de Calimero pendant des années, Ange a pris du recul. Je me suis libérée de ce mauvais rôle avec une certaine réussite de ma vie en devenant indépendant des adultes référents de mon enfance et avec une forte volonté, parfois révoltée et colérique, de ne plus subir ce type de personnes méprisantes et cruelles. Plus récemment, en lâchant prise. Je continue à râler vis-à-vis du monde extérieur, mais je ne suis plus plaintif envers moi-même. Fatima dit ne pas avoir été traitée de Calimero, mais plutôt d'insatisfaite, alors que pourtant elle ne demandait d'aide à personne pour financer ses études et ses loisirs. Très tôt dans mon enfance, j'ai compris que personne n'était vraiment responsable consciemment des injustices que j'ai connues. Pour les personnes engagées dans un processus thérapeutique, le consultant observe fréquemment un changement de positionnement personnel face aux autres et à la vie. Une nouvelle position subjective. Adopter une attitude différente s'accompagne de plus de souplesse, de plus de légèreté aussi, comme nous avons déjà pu le constater avec Léon par exemple. Pour certains, il s'agit de passer d'un mode d'existence qui consiste à survivre et à se sentir très souvent dans l'urgence, à la possibilité de vivre et même de se laisser vivre, d'être là, tout simplement. D'autres réussissent à mieux se situer et à s'affirmer plus clairement. Heidi raconte ce basculement. Le déclic a été le mariage de tous mes amis. Je suis restée la seule célibataire. C'est surtout le départ de mon meilleur ami à l'étranger, à plus de 10 heures d'avion d'ici, qui a été un choc pour moi. J'ai décidé de renverser la vapeur. Je me suis rendu compte que j'étais un Calimero, vraisemblablement parce que je manquais d'affection physique et morale de la part d'un homme. J'essaie de ne plus faire la victime. J'essaie de lâcher du lest. Je commence à vraiment m'aimer. Le Calimero a beaucoup de peur qu'il élimine une par une grâce à son courage et à sa décision de devenir profondément heureux. Peut-on dire qu'Heidi a accepté de grandir, de ne plus attendre que les idées, les solutions ou même simplement les beaux moments viennent des autres mais d'elle-même ? Lisa affirme s'être transformée sur le divan de son psychanalyste. Certains dans mon entourage sont fiers de mes changements. Un autre très très proche ne les a pas vraiment constatés. Je prends soin de ne jamais me plaindre. Je n'en ai pas la moindre envie. Je ne me reconnais plus à la plainte. De rôle libérateur. Cependant, j'accueille et écoute attentivement celle de l'autre lorsqu'elle s'exprime. Et je remarque parfois un enfant, encore tout petit, dire « c'est pas juste ». Le sentiment d'injustice apparaît très tôt, n'est-ce pas ? Plutôt que de demander à être reconnue par d'autres ou un autre en particulier, Lisa a appris à se connaître et à s'aimer. Elle n'attend plus de gratification ou d'encouragement. Christopher essaie de moins se plaindre et y parvient lorsque son entourage favorise cette attitude. J'ai du mal à perdre cette mauvaise habitude, elle s'efface d'elle-même quand je suis dans un environnement positif. Réciproquement, lorsqu'une personne considérée comme pesante du fait de sa tendance à maugréer ou à gémir arrive à moins se lamenter, ses proches en sont soulagés, voire ravis. Heureusement d'ailleurs, la transformation peut aller beaucoup plus loin, comme l'explique Masha. Cette thérapie m'a permis de me transformer, ce que je pensais impossible au début. Je vois que mon entourage l'a remarqué. Je suis plus enjouée, plus naturelle, moins grave. Mon changement d'apparence physique a aussi été remarqué par mes amis et ma famille. Je ressens aussi plus de choses. J'en reste moins aux apparences. Je suis beaucoup plus en forme qu'avant.
Plusieurs personnes m'ont dit cette année que j'avais un beau sourire ou que j'étais jolie, ce que l'on ne me disait pas avant. Pour bien des individus, comme pour Antoinette ou pour Ange, ne plus jouer les caliméros est également passé par un choix clair et net de ne plus supporter l'insupportable sans rien dire, de poser des limites précises, de se déterminer avec exactitude, de s'exprimer clairement aussi, de s'affirmer avec franchise et fermeté lorsque cela devient nécessaire. Béatrice a créé une boîte à colère pour ses filles et pour elle. À la maison, chaque fois que l'une d'elles est mécontente, plutôt que d'envahir les autres avec son mécontentement, elle écrit les raisons de son irritation sur un bout de papier et le dépose dans la boîte à colère. Personne ne regarde ce que les autres écrivent. Il s'agit simplement d'un lieu dédié pour déverser sa mauvaise humeur. Bien entendu, cela n'empêche pas les discussions lorsqu'elles sont nécessaires. Comme il n'existe aucune recette miracle et que nous sommes tous singuliers, chacun développe les pratiques qui l'aident à se libérer patiemment de la plainte. Jessica écrit des poèmes. Cindy s'est mise à apprendre le violon. Laurence développe la douleur et l'humour dans son existence quotidienne. Simon fait plus de compliments et accepte ceux que les autres lui renvoient. Ulysse se fait masser. Soraya apprend à se relaxer. Tout au long de ce parcours, l'essentiel est de ne pas s'assigner d'objectifs trop directs, trop précis ou trop exigeants, mais de cheminer avec souplesse et sérénité, de faire preuve de compréhension autant que de patience, d'être aimable avec soi-même. Certaines personnes n'ont même pas cherché consciemment, volontairement, à ne plus être semblables à Calimero, à ne plus voir des injustices partout ou craindre d'en rencontrer à tout moment, à ne plus gémir. Elles se sont transformées simplement, progressivement, en suivant le cours naturel de leur existence, en se laissant porter par la vie. En effet, le plus souvent, à trop vouloir obtenir un changement, nous provoquons un durcissement. Nos résistances s'accroissent, nos forces vitales se cabrent. Il vaut mieux avoir confiance et laisser faire le temps, d'autant que la vraie question qui émerge de cette recherche se révèle en fin de compte concerner la justesse bien plus que la justice.